Dans le cadre d'un troisième temps du festival L'Histoire à venir du 23 au 25 septembre 2021, dédié aux publications récentes, la librairie Ombre Blanche accueillait samedi 25 septembre Elissa Mailander, historienne de la Seconde Guerre mondiale à Sciences Po, spécialiste de l'histoire culturelle de l'Allemagne nazie, pour la présentation de son ouvrage Au Seuil, Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme, 1930-1950. Dans cette histoire intime du Troisième Reich, Elissa Mailander aborde l'expérience d'individus qui portaient et incarnaient le nazisme à l'échelle de leur vie quotidienne et qui, sans assumer les tâches politiques de premier plan, forgèrent une société hautement politisée, ségrégationniste et violente, qui se manifeste à trois niveaux, dans la relation entre l'État et l'individu, dans l'idéologie et dans les relations de couple à l'échelle individuelle. Le débat inscrit dans la thématique « Écrire l'histoire » était animé par Camille Fauroux, historienne contemporanéiste à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec vous dans le cadre de l'Histoire à venir. Et nous nous réunissons aujourd'hui pour une conversation autour de l'ouvrage d'Elissa Mailander, Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme, 1930-1950. Alors, pour commencer, j'aimerais présenter Elissa Mailander, présenter brièvement son ouvrage, puisque vous n'avez pas encore eu la chance de le lire. Et puis ensuite, nous aurons une discussion avec l'auteur que nous avons la chance d'avoir ici avec nous. Elissa Mailander est associate professeure à Sciences Po. Elle est spécialiste de l'Allemagne nazie, de l'histoire culturelle, de l'histoire des sexualités. Et elle a publié une autre monographie, sa première monographie, sur les surveillantes SS du camp de concentration de Majdanek, qui est parue en allemand et puis en anglais. Cette première monographie était issue de sa thèse, qui me permet de parler un petit peu de son parcours intellectuel, puisqu'elle a fait sa thèse en codirection à l'EHESS, donc à Paris, en France, aux hautes études, et en Allemagne, à l'université d'Erfurt. Elle était donc co-dirigée à la fois par Michael Werner et par Alf Lüdtke. Et j'en parle parce que Alf Lüdtke est une des personnes qui a pratiqué et théorisé ce qu'on appelle l'histoire du quotidien, l'Alltagsgeschichte. Et on va voir que dans l'ouvrage d'Elissa, c'est vraiment une approche qui est très présente et qui a permis et qui permet encore aujourd'hui de renouveler la façon dont on peut parler du nazisme, puisqu'on se détache d'une perspective d'en haut et qu'on essaie de saisir ça par les pratiques des acteurs. Alors, tout d'abord, l'ouvrage. L'ouvrage, il me semble qu'au centre, il y a la question de qu'est-ce qui a pu rendre le nazisme attrayant pour une grande partie de la population allemande et autrichienne. L'idée, c'est qu'en explorant la sphère de l'intime et la façon dont elle est investie par le politique, on va comprendre les ressorts de l'adhésion au national-socialisme. Alors vous voyez bien que quand on part sur cette piste, on s'éloigne de la vision, peut-être une vision qu'on a même dans la culture populaire, du nazisme comme un espace de répression de la sexualité, comme un endroit où la sexualité sera avant tout réprimée. Et on s'avance plutôt sur une thèse, disons une conception du pouvoir qui tient non pas essentiellement qui peut tenir aussi par l'adhésion, par ce qu'on appelle une conception positive du pouvoir. C'est aussi donc une histoire du quotidien, cet ouvrage, et il s'agit de comprendre la politique au ras du sol, dans les interactions et les échanges qui sont a priori pas considérés comme des espaces du politique. C'est justement tout l'intérêt, c'est d'aller saisir le politique là où on ne l'attend pas, dans l'amour, dans la sexualité, dans la façon de s'habiller, dans la façon de se saluer, mais au quotidien, hein, pas une rencontre politique, mais vraiment dans la rue. Et c'est dans tous ces espaces-là qu'on va saisir la façon dont le politique s'invite. Alors les sources qui sont utilisées, ce sont des sources à la fois donc très, très variées, et là encore c'est un trait de l'histoire du quotidien, puisqu'on va avoir des sources judiciaires assez classiques, mais aussi des photographies de soldats, ce qu'on appelle des selfies trophées,
des films de cinéma, des correspondances, des albums photos personnels. Et ça donne tout ça, puisqu'on parle d'écrire l'histoire aujourd'hui, un style, une qualité à l'écriture, puisqu'on va s'approcher des personnes, on va suivre, souvent dans un chapitre, on suit une personne, deux, trois, mais on est vraiment à leur échelle. On est dans une vision où l'émotion, les corps sont suffisamment incarnés pour qu'on puisse, en quelque sorte, se faire son propre jugement sur la personne qu'on a en face. Alors, les bornes chronologiques, années 30, années 50, pourquoi est-ce que c'est important ? Puisque les années 30, et notamment quand on observe ça du point de vue de l'Autriche, ça nous permet de voir ce moment où la coercition n'est pas encore, disons, au plus fort, mais on va pouvoir observer à ce moment-là des mouvements où des personnes vont anticiper le nazisme, vont en quelque sorte faire un pas en avant vers cette réalité qui s'avance vers eux. Les années 50, l'autre bout, ça permet de voir ce qui reste du nazisme, ce qui s'est consumé et ce qui a demeuré. Et donc là, ça nous ouvre vers la question aujourd'hui de la présence du passé dans notre temps contemporain. Alors on va parler aussi du choix de se pencher à la fois sur l'Allemagne et sur l'Autriche. Et vous allez voir que là aussi, il y a une force dans la démonstration en fait, d'utiliser l'Autriche, puisque classiquement, l'Autriche avait été considérée comme plutôt disons, il y a une... Oh, on va en parler, on en parlera. En tout cas, c'est important qu'on ne se centre pas classiquement sur l'Allemagne, mais qu'on élargisse un peu. Alors, l'ouvrage en 3 parties. Tout d'abord, donc, c'est chronologiquement. Donc, première partie de 30 à 38, on voit à travers la maternité et à travers le divorce, la façon dont à la fois les normes commencent à traverser la société et dont elles sont parfois même devancées par certains acteurs. Le centre de l'ouvrage, La guerre joyeuse, nous parle de l'adhésion au nazisme, de la façon dont les désirs sont politisés, à la fois les désirs d'émancipation par le travail pour les femmes, et on va suivre 4 femmes autrichiennes dans leur carrière, si vous voulez, les nouvelles carrières qui leur sont ouvertes par le nazisme, et la question des sexualités à travers des films d'aviation qui mettent en scène et qui attisent en même temps des désirs amoureux, des figures désirables d'aviateurs à l'écran. Et puis un chapitre qui est particulièrement fort, c'est le chapitre sur la violence sexuelle comme divertissement, où on part de l'image d'un selfie-trophée pris par des soldats sur le front, et on déplie peu à peu ce que ça veut dire, ce que ça nous dit en fait de la façon dont la violence, même dans sa forme la plus vraiment brutale, peut apparaître, devenir un divertissement. Dernière partie, comme je vous l'ai dit, retour à la normale, 45-51, où là, on voit en fait que le nazisme ne disparaît pas, mais bien qu'on va avoir une coexistence en fait entre des nouvelles normes de la sexualité, du mariage, et ces normes nazies qui néanmoins persistent. Et on va suivre certains acteurs qui insistent en quelque sorte pour continuer à faire vivre cette façon de vivre, notamment la masculinité. Alors, vous voyez que la force de cet ouvrage, c'est qu'on n'est pas dans une synthèse, on est dans des fragments. À chaque fois, on a une entrée différente. Et en même temps, on va avoir une thèse très forte, une thèse globale, générale, qui explore qu'est-ce qui, dans le nazisme, ne tient pas du registre de la coercition, même si pour une grande partie de la population, c'est aussi ça qui a été en jeu, mais du côté de l'adhésion, de l'attrait. Alors là, ça nous place en termes historiographiques, ça nous place sur une zone déjà parcourue, parcourue par d'autres, hein, ce qu'on appelle la Täterforschung, c'est-à-dire l'idée qu'on va explorer le nazisme non pas seulement à partir de ses victimes, mais à partir de la perspective des bourreaux ou des complices. Un des concepts qui revient dans le livre, c'est celui de racisme inclusif. Donc on ne va pas s'intéresser aux gestes d'exclusion, mais à la façon dont on a aussi tout un versant chaleureux et solidaire entre les personnes qui sont considérées comme aryennes. Donc vous voyez, on regarde le nazisme du point de vue en quelque sorte des dominants, du point de vue des hommes et des femmes qui sont considérés comme aryennes et aryens. Et je crois que ça nécessite un effort d'écriture, parce qu'au fond, il faut à la fois donner à voir ce monde
du point de vue des dominants et la façon dont ils l'investissent, et en même temps ne pas laisser de côté toute la violence que eux ont tendance à euphémiser ou justement à laquelle ils sont insensibles. Donc là, il y a toute une tension dans le livre qui est très intéressante. Pour commencer, j'aimerais parler du début du livre et de la façon dont, à travers la question de la maternité, on voit dans l'histoire de la croix d'honneur de la mère allemande qui est attribuée aux femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais aussi qui remplissent certains critères, comment les normes s'instillent finalement dans les relations interindividuelles. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup d'être ici. Donc, voilà, oui, en fait, juste pour dire, j'ai écrit ce livre en ayant en tête un public français, mais également un public, disons, germanophone et anglophone. Donc, je ne sais pas encore si j'ai réussi, c'est vous qui me direz plus tard. Mais en fait, c'est différents publics parce qu'en fait, en France, on a certainement des très très bons experts d'histoire du nazisme, mais la politique de traduction est quand même très sélective. Et donc, il y a fait beaucoup de livres qui ne sont pas traduits de l'anglais et de l'allemand. Et donc, je ne sais pas si en fait un public large français lit vraiment l'anglais et l'allemand. Et donc, j'ai essayé dans chaque chapitre de faire voir que, en fait, certes, il y a mes carottages profonds, ce que j'appelle donc chaque chapitre traite une source particulière, une question particulière, et vraiment essaye de donner à voir une histoire incarnée, en suivant les acteurs et actrices historiques, mais en même temps, j'essaie aussi de donner à voir que je m'inscris dans une historiographie très, très dense. Donc, en fait, je n'aurais pas pu écrire un livre comme ça il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans ou 25 ans, il n'y aurait pas eu cette historiographie. Donc, et donc, sur la maternité, c'est un sujet très, très largement traité depuis les années 80. Tout d'abord, donc, c'est les historiennes anglophones américaines qui se sont emparées de ce sujet. Ça n'a pas trop plu aux historiennes allemandes parce que, les historiennes féministes des années 80 essayaient tout d'abord de voir un peu, en fait, c'était plutôt la tendance de voir les femmes comme des victimes du nazisme, donc l'État patriarcal par excellence qui domine, qui s'inscrit dans la vie de la famille, de l'intime, de tous les jours. Il prescrit avec qui on doit se marier, avec qui on n'a pas le droit d'avoir donc des rapports sexuels, quels enfants on veut donc valoriser et des femmes qu'on va forcer à faire des avortements ou bien on va les stériliser de force. Donc c'est tout ce discours-là des femmes allemandes comme groupe, entité, victime. Et donc arrive donc Claudia Kunz, cette historienne américaine qui écrit donc ça du coup c'est un livre qui a été traduit en français. Donc les mères au Troisième Reich et qui dit mais non c'est pas comme ça. C'est en fait c'est dans la famille notamment que cette idéologie du peuple se transmet et s'incarne et prend place. Et donc, et c'est aux mères qui dans le rôle des nutrices, mais aussi d'éducatrices, de vraiment de faire porter l'État. Donc, les enfants de bas âge, mais aussi avec les adolescents qu'on va envoyer dans la jeunesse hitlérienne. Et plus tard, on va envoyer très souvent, de manière assez convaincue, les fils adultes, on va les envoyer au front. Et donc les mères, elles ne se rebellent pas du tout. Donc, et moi, j'ai longtemps hésité, mais finalement, je me suis dit, bon, c'est une bonne manière de commencer le livre, parce que pour l'Allemagne nazie, donc en 1933, on a toujours cette idée que tout change d'un coup. Et c'est finalement, j'ai un peu poursuivi l'enquête de Claudia Kunz. Et je voulais vraiment en fait, un peu décloisonner les bornes chronologiques en allant dans les années 20-30 pour voir qu'est-ce qui change. Et finalement, oui, il y a des choses qui changent. Donc évidemment, mais en même temps, il y a aussi des continuités. Et je pense que
pour comprendre le nazisme, il faut toujours voir ce qui change, mais aussi que le nazisme est assez habile à s'approprier des choses qui ont déjà existé. Donc finalement, le nazisme n'est pas très créatif dans ce sens. Le nazisme invente très peu de choses, mais le nazisme est extrêmement habile comme idéologie politique de labelliser, relabelliser les choses, de s'approprier des choses pour ensuite en faire quelque chose de son propre. Donc par exemple, on a la fête des mères, qui par exemple n'est pas une fête nazie. En quelque sorte, oui, et en quelque sorte, non, parce qu'elle existe déjà sous la République de Weimar. Et c'est une importation des États-Unis, où, en fait, donc, en fait, c'est une initiative d'une féministe qui veut honorer les mères. Et finalement, ça devient un peu, comme c'est le cas aujourd'hui, un peu une fête commerciale. Le nazisme, ensuite, prend cette idée. Mais comme la fête des mères a l'avantage d'être ni trop associée aux églises catholiques et protestantes et n'est pas encore très très ancrée dans les mœurs, donc parce que ça initie donc fin des années 20, le nazisme va ensuite tout de suite dire voilà, chaque deuxième dimanche de mai, on va fêter cette fête de mères. Et donc en quelque sorte, c'est bien le nazisme qui a instauré cette fête en Allemagne et plus tard en Autriche. Donc en fait, encore aujourd'hui, en Allemagne, on la fête tous les deuxièmes dimanches en mai. Et en quelque sorte, c'est assez bizarre parce que en fait, c'est en quelque sorte un héritage du nazisme. Et on n'a même pas pris le soin de changer un peu la chronologie. Et pour les croix des mères, là aussi, c'est quelque chose qui a été... en fait, il y avait aussi une médaille pour les mères en France. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a un peu, pas volé, mais on s'est inspiré un peu de la France et d'autres pays. Mais on a, donc, à partir de fin années 38, on a instauré cette décoration. Donc, c'est une décoration... pas forcément au sens militaire, mais presque. Et on va vraiment honorer les femmes ayant 4 enfants, 3 enfants, 4 enfants et plus. Donc en fait, donc les femmes de 3 enfants sont incitées d'en avoir plus. Et c'est vraiment aussi dans cette logique du nazisme. Donc Hitler l'a dit déjà dans les années 30, que la place de l'homme, c'est dans la sphère publique et dans le champ des batailles, et la place des femmes, c'est au sein de la famille, mais là aussi, elle mène une bataille démographique et aussi d'éducation, parce que pour le nazisme, c'est pas seulement important de produire des enfants, mais aussi de faire un tri à l'intérieur de cette société. Donc, dès l'ascension au pouvoir, on va vraiment décider qui sera, par la politique sociale et des bienfaisances, qui sera encouragé et valorisé et motivé et qui sera exclu. Et donc, en fait, oui, le nazisme va très très tôt viser ça. Et ça, c'est un aspect qu'on oublie un peu parce qu'on a la tendance aussi de penser le nazisme par la fin. Donc en fait, on a tous, pour nous aujourd'hui, Auschwitz et le génocide signifient beaucoup, mais en fait, c'est peut-être parfois dangereux de penser le nazisme par sa fin. Donc en fait, il faut vraiment voir les débuts et voir que la première chose que le nazisme fait, c'est vraiment de déterminer qui a le droit de se reproduire et qui ne l'a pas. Et donc il y a la toute première loi que le nazisme va instaurée, c'est la loi héréditaire, donc en fait qui va déterminer qui sera sous cette loi donc victime de stérilisation. Et ça, c'est une loi en fait qui date de la République de Weimar. Et donc c'est là aussi que c'est important de voir qu'il n'y a pas cette coupure. C'est pas janvier 33 et la vie change. Je pense que pour la plupart des gens, la vie change pas tant que ça. Évidemment, pour des personnes d'origine juive, pour les opposants politiques, très très tôt aussi pour les personnes étant stigmatisées comme entre guillemets handicapées. Pour ces personnes, oui, la vie change. Mais pour la société majoritaire,
Oui, en fait, on s'adapte et finalement, on ne se sent pas très concerné parce qu'on se sent prise en charge par cette politique qui est stigmatisante et discriminante pour une partie, un segment de la société, mais en même temps qui va vraiment valoriser, attribuer des fonds, des financements aux autres. Et donc, je pense que donc, cette maternité aussi, c'est important parce que finalement, les nazismes s'inscrivent ici dans une longue tradition. Et la République de Weimar, qu'on imagine toujours comme les années folles, qui est totalement faux. En fait, c'est pas faux, mais c'est comme la belle époque. C'est un chrononyme qui est trompeur parce que en fait, les années folles, c'était pas folle pour tout le monde. Et il y avait quand même dans la société de Weimar des populations qui étaient très conservatrices, très religieuses et aussi très eugénistes. Et il y a aussi beaucoup de scientifiques qui s'inscrivent, même des gauches qui s'inscrivent dans ces politiques. Et donc le nazisme va juste accentuer les choses et les mener à un niveau, donc à une politique d'État jusqu'alors jamais connue. Mais finalement, il va se servir de beaucoup d'idées et des concepts qui ont déjà circulé dans les années 30. Oui, justement, une des façons dont ton livre nous donne à penser, c'est en nous montrant la face justement très moderne du nazisme. Et on a parlé de la maternité, de la vision qu'on avait, que le nazisme était avant tout une force de répression des femmes, qui les enfermait à la maison. Et là, tu vas nous montrer que là, non, et ça en tant que féministe, c'est un peu... vraiment, ça, c'est du poil à gratter. Qu'en fait, non, on peut voir la façon dont le nazisme offre des carrières, des opportunités de carrière inédites à des jeunes femmes. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler d'une d'entre elles ? Oui, en fait, tu as mentionné donc la partie centrale du livre qui était peut-être aussi mon idée. En fait, c'est de là que le livre est parti. Et après, j'ai imaginé donc l'avant et l'après. C'est la joyeuse guerre. Et pourquoi joyeuse guerre ? Parce que, en fait, je pense qu'aussi il faut séparer le nazisme et le nazisme en guerre. Donc, il n'y a pas, évidemment, l'émancipation des femmes, c'était vraiment pas un souci du nazisme, au contraire. Mais si on se trouve dans une société ségrégationniste et raciste, et ça, je pense que c'est la même chose aussi dans les sociétés colonisatrices, être une femme qui appartient tu as dit, donc, au groupe dominant, donc les études de blanchitude, par exemple, ça donne certains privilèges et ça donne aussi une position de pouvoir à l'intérieur de la société. Et pour le nazisme, c'est la même chose. Donc, en fait, les femmes, oui, l'État tous les rôles politiques sont attribués aux hommes. Les femmes, elles ont des rôles politiques, mais à un écran plus bas dans les organisations nazies du care, donc en fait de bienfaisance, d'éducation, etc. Mais elles sont aussi extrêmement politisées, aussi bien au sein de la famille que dans leur travail de bienfaisance. Et aussi, notamment, donc... le nazisme va aussi comprendre qu'on prépare la guerre, et on prépare la guerre déjà à partir des années 35-36. Donc, c'est logique qu'une fois qu'on est en guerre, les hommes vont partir au front, donc il faut les remplacer dans les usines. Et donc, le nazisme va changer. Le nazisme, c'est aussi un système politique très habile et très éclectique. Donc, je pense que l'éclectisme, c'est vraiment une marque de fabrique du nazisme. Et on ne peut justement pas le comparer au stalinisme ou à l'Union soviétique, parce que le nazisme va après changer sa politique et va dire, voilà, déjà, on envoie les jeunes filles dans la Ligue des jeunes filles allemandes, où elles doivent chanter, marcher. C'est des formations paramilitaires, mais quand même très codées féminines. Donc, elles doivent aussi apprendre comment dresser une table, comment cuisiner, toutes ces choses. Mais on va aussi donc dire, voilà, on n'est pas contre le travail des femmes. Les femmes célibataires et surtout qui n'ont pas d'enfants, elles peuvent, donc qui ont plus ou moins
20 ans, 25 ans, elles peuvent nous servir. Donc, on va les former pour les envoyer comme secrétaires, donc comme auxiliaires de la Wehrmacht. Au sein de la Ligue des filles allemandes aussi, il y a des positions d'institutrices. Il y a les services du travail du Reich féminin. Il y a aussi des auxiliaires dans la SS. Donc, en fait, ça, c'est toutes des femmes qui sont célibataires et non mariées, et surtout qui n'ont pas d'enfants, et qu'on va vraiment envoyer en Europe, parce que la guerre, ça signifie aussi que l'Allemagne nazie occupe plus ou moins toute l'Europe. Donc, il y a un besoin d'un énorme main-d'œuvre. Et donc, ça amène à une émancipation des femmes par le travail, par la pratique. Donc, c'est quelque chose de très débattu entre les historiennes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'historiennes féministes plutôt de la seconde vague, qui sont encore aujourd'hui, qui ont un problème avec ça. Mais je pense que le terme émancipation, ce n'est pas forcément un terme intrinsèquement positif, dans le sens, on peut s'émanciper aussi dans un contexte négatif. Et donc, pour le nazisme, c'est carrément le cas. Et moi, j'ai étudié donc 4 Autrichiennes qui viennent d'un milieu très rural, populaire. Et donc, peut-être celle que je pourrais, c'est Franziska. Donc, Franziska elle est née en 1921. Elle vient d'une Autriche rurale. Elle a 2 frères. Donc, elle est très bonne élève, probablement meilleure élève que ses frères. Mais c'est pas prévu qu'elle continue ses études. En fait, on parle vraiment des études d'école primaire. Elle a le droit uniquement de faire 5 années d'école, alors que ses frères, qui sont pas des si bons étudiants, ils peuvent un peu continuer. Et donc, elle doit faire la domestique. Et ça ne lui plaît pas du tout. Elle y reste. Et donc, en 1938, pour elle, par exemple, rien ne change. Donc, elle est domestique. Elle sort de l'école, elle est domestique. C'est juste, elle reçoit donc sa paye, non plus en shilling, mais en Reichsmark, mais c'est tout. Mais après, le nazisme, elle comprend vite qu'elle a la possibilité de s'inscrire au service du travail du Reich. Et par exemple, à nous, ou à moi, on m'a toujours dit dans les livres d'histoire que les femmes allemandes et autrichiennes détestaient d'adhérer à la Ligue des jeunes filles allemandes, qu'elles détestaient ces services obligatoire pour la plupart dans le service du travail du Reich. Mais moi, j'ai consulté des fonds privés, donc des fonds personnels de ces femmes. Et finalement, si j'étudie les lettres qu'elles écrivent, les journaux intimes, les albums photos de l'époque, non, il n'y a pas tellement de coercition, c'est plutôt un épanouissement. Et épanouissement, et là, je pense qu'il faut voir aussi l'histoire un peu très terre-à-terre et matérialiste, parce que pour Franziska et pour beaucoup d'autres, donc adhérer au service du travail du Reich, ça veut dire qu'elle s'émancipe de sa famille, elle gagne un peu d'argent, pas beaucoup, mais quand même elle est nourrie, logée et vêtue par cette organisation. Et ensuite, cette organisation, puisqu'elle s'y plaît, elle va même devenir après formatrice et puis grimper un peu l'échelon. Donc pour elle, le nazisme, c'est formidable parce que elle qui n'a pas eu la chance d'apprendre, de continuer ses études, d'apprendre un métier, elle va vraiment pouvoir déployer toutes ses capacité d'organisation, elle va pouvoir voyager, elle est dans une communauté, un entre-soi féminin qu'elle adore. Et donc, en fait, le nazisme en guerre, et c'est bien le nazisme en guerre, va lui offrir une perspective de carrière qui sera soudainement interrompue en 1945. Donc, je pense, si on suit ce qui est très difficile pour nous éthiquement, quand on étudie ces dossiers et ces carrières et ces trajectoires, parce qu'il faut se rendre compte que pour la plupart, la société majoritaire allemande et autrichienne, la grande coupure, c'est pas 33, c'est 45. Et parce qu'en 45, là, justement, en tout cas pour tous ceux et toutes celles qui se sont vraiment inscrits dans les organisations nazies, ça prend fin d'un jour à l'autre. Et donc Franziska, elle va devenir ouvrière dans une industrie. Donc elle
elle va pas se marier, elle va rester célibataire toute la vie, mais en fait, elle qui quand même qui écrit bien, on voit qu'elle est intelligente, elle a envie d'apprendre. Donc la fin de la guerre, ça la remet à sa place de femme populaire, ouvrière. Et je pense que ça parle aussi beaucoup à tes recherches. Donc des femmes, des ouvrières civiles françaises parties en Allemagne. Et je pense que là aussi, il y a des opportunités. Donc les opportunités, évidemment, ça nous pose, je suis d'accord, ça pose problème, mais il faut les voir aussi, parce que sinon on ne peut pas comprendre pourquoi les gens s'inscrivent et pourquoi les gens, ils ont trouvé leur place dans la société allemande pour les Françaises. Les Françaises ouvrières civiles, et pour moi, donc les Allemandes et Autrichiennes qui rentrent dans les critères nazis, c'est vraiment c'est des femmes qui font partie de cette communauté du peuple race, donc la Volksgemeinschaft, et qui s'épanouit. Et l'autre chose dont tu parles, qui est aussi très frappante et surprenante, c'est l'érotisation, en fait, la façon dont le désir, la sexualité sont cooptés par le nazisme. Alors, tu en parles dans les films d'aviateurs, notamment. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette question de la sexualité ? Oui, en fait, quelque chose, je pense qu'on imagine toujours le nazisme comme une société figée, une société qui est coercitive, qui surveille à tout le moment et tout le temps. Et on imagine aussi les acteurs et actrices historiques comme profondément différents de nous. Et finalement, moi, je suis plutôt... En fait, j'ai fait l'histoire du quotidien, donc j'essaie de réinsérer les acteurs historiques dans leur cadre social, familial. J'essaie aussi de... En fait, je ne peux pas tout, parce que parfois j'ai juste des bribes ou des traces, donc et j'ai pas non plus le droit d'imaginer trop. Donc, mais quand même, je peux voir qu'il y a des désirs de réussir, il y a des petits plaisirs, il y a les jeunes gens, en fait, à tout âge, en fait, ou à toute époque, ils ont envie de s'amuser aussi. Et ça, on voit par exemple le nazisme, le cinéma, donc des divertissements, est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, on produit beaucoup ce qu'on appelle aujourd'hui les comédies romantiques. Donc, en fait, il y a un peu de comédie, il y a une romance. Et c'est des films d'aviateurs de guerre. Donc, en fait, on a des couples, donc encore une fois, les jeunes gens qui ne sont pas mariés, parce qu'évidemment, pour une histoire d'amour, ça marche mieux. Donc, il y a tout à imaginer et toutes les perspectives. Et donc, on a des aviateurs qui sont en permission, et, normalement à Berlin, et qui rencontrent des jeunes femmes. Et il y a une flirt. Et donc, et là, on voit que le nazisme a quand même une attitude assez décomplexée vis-à-vis du corps, de la nudité, mais aussi de la sexualité. Parce que les nazistes, on a parlé tout à l'heure des mères. Évidemment, les croix d'honneur pour les mères, c'est pour les mères mariées, 4 et plus enfants, mais quand même, le nazisme va aussi accepter les mères célibataires, pourvu que leurs enfants sont en bonne santé, entre guillemets, et que ni la mère ni le père font partie de la population qu'on exclut. Et donc, en fait, c'est vraiment des films où on flirte d'une manière très explicite, et on ne va pas... Évidemment, on est dans les années 40, donc on va pas montrer on va montrer des baisers, mais pas non plus des scènes d'amour, mais il y a des insinuations. Et surtout, il y a vraiment une forte charge érotique. Il y a vraiment, c'est un côté un peu glamour et érotique, flirty, et on voit ces jeunes gens qui sont, et ce qui est, je trouvais très intéressant, que les femmes sont des femmes très indépendantes, donc c'est des femmes jeunes, sportives, qui n'ont pas froid aux yeux, qui répondent, en fait, qui se défendent vis-à-vis des hommes, mais finalement, quand on voit l'histoire évoluer, à la fin, tout est quand même centré sur la guerre. Et normalement, donc, leur bien-aimé ou leur flirt va repartir au front. Et c'est là où, en fait, d'une manière plus ou moins subtile, bon, peut-être aujourd'hui, on trouve que ce n'est pas si subtil que ça, mais les messages, c'est il faut flirter, il faut soutenir nos soldats, il faut fonder des familles, mais surtout, il faut vraiment soutenir la guerre. Et finalement,
l'acteur principal de tous ces films qui ont l'air joyeux et sympathiques et très dynamiques, qui sont en partie aussi des films d'action parce que ça s'adresse à un public féminin et masculin. Donc on a des scènes de vol et des bombardements, donc c'est un peu Top Gun des années 40. Et c'est là où on va vraiment en fait, montrer, voilà, la guerre, c'est l'acteur principal et c'est des films de propagande. Mais c'est des films de propagande qu'on ne perçoit pas comme ça, mais les meilleurs et les films de propagande et les films de propagande les plus efficaces sont ceux dont on ne rend même pas compte que c'est des films de propagande, donc des films de divertissement. Et donc moi, je n'ai pas analysé donc Jutsus ou les films de Leni Riefenstahl, etc., mais j'ai regardé vraiment des films des divertissements qui ont attiré des publics, vraiment des millions de spectateurs. Et là, on va voir cette attitude décomplexée vis-à-vis la nudité, la sexualité. Donc en France et aux États-Unis, ces images des aviateurs en maillot de bain, ça c'est pas imaginable. Et encore aujourd'hui, quand je discute avec certaines historiennes françaises, elles trouvent ça très impudique. Mais c'est une spécialité, je pense, du nazisme, mais aussi, en fait, l'Allemagne a quand même une histoire, très longue histoire, donc de la Lebensreform, du nudisme, etc. Donc, et comme il y a pas seulement le catholicisme, mais aussi le protestantisme, qui est tout le temps en tension, il y a un rapport au corps et à la sexualité qui est peut-être un peu plus ouvert que dans les pays catholiques. Et tu nous montres justement comment ça va perdurer, comment il y a des hommes qui continuent à porter ces idéaux de sexualité, de conquête, de séduction. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ça nous permet d'approcher la question des masculinités, qui est un champ important de l'histoire du genre, et justement pas la masculinité, mais des masculinités en conflit, où là on a une masculinité nazie, militaire, qui essaye de s'inviter dans les années 50, et on voit que ça pose problème. Oui, en fait, j'ai fait l'histoire du genre, et l'histoire du genre, c'est tout d'abord pour moi, c'est des différences qu'on attribue aux différents sexes et les rapports sociaux entre sexes. Et l'histoire du genre, c'est pas faire l'histoire des femmes. Et c'est pas forcément non plus de regarder les relations entre femmes et hommes, mais c'est aussi l'entre-soi masculin et l'entre-soi féminin. Parce que c'est là aussi, on négocie sans arrêt la féminité et les masculinités. Les féminités, je dirais, les masculinités. Et donc, il n'y a jamais une seule féminité et une seule masculinité, mais il y a quand même dans des groupes, ou même au niveau de l'État, donc nazi, il y a des formes hégémoniques de masculinité et de féminité. Et à l'occurrence, pour les masculinités, c'est les masculinités guerrières, donc les soldats, les officiers, c'est pour ça aussi que le film L'Aviateur, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, c'est quand même la crème de la crème de l'armée. Les aviateurs ont à toute époque un très très grand prestige. Et donc, voilà, moi j'ai trouvé, en fait, je suis tombée sur des articles dans des journaux où un homme, où des hommes surtout parlaient de leurs problèmes des couples. Et finalement, je me suis rendu compte que les hommes se plaignaient beaucoup. En fait, certains hommes, et oui, et que en fait, ce qui m'a fascinée, c'est leur vulnérabilité dans leur sexualité. C'est parce que quelque chose, on ne parle pas beaucoup, on parle très souvent du corps féminin, des problèmes de santé des femmes, mais on parle très très peu des difficultés des hommes à vivre et incarner leur sexualité. Et donc là, dans cette journal qui s'appelle Amour et mariage, qui a existé uniquement pendant 2 ans et demi entre 1949 et 1951 en Allemagne. Et donc après, ce journal, il a été... on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté. Mais là, les gens parlaient assez ouvertement de les hommes, de leur couple. Et finalement, c'était une manière d'appréhender un peu qu'est-ce qui arrive aux hommes qui ont incarné pendant
pendant l'époque du nazisme, un peu cette masculinité très acceptée, prisée, donc de l'aviateur ou du militaire, de la masculinité martiale, et qui finalement retourne donc dans le couple et se voit déjà politiquement donc dévalorisé. Certains sont donc dans doivent donc parcourir des processus de dénazification. Certains aussi, ils ont des blessures. Et en fait, c'est des vétérans qui ont très souvent des problèmes sexuels. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'on parlait beaucoup des problèmes sexuels, d'impuissance, donc d'infécondité et masculine. Et finalement, ce qui était une vraie trouvaille, c'est que j'ai trouvé deux hommes. Donc, un homme qui incarnait plutôt la nouvelle masculinité pacifiée, le père de famille qui est Monsieur Gagne-Pain, qui s'occupe bien de sa famille et de ses enfants, et un ancien donc, aviateur et homme donc il était, je pense, dans l'économie, donc quelqu'un qui, même dans la société civile d'avant la guerre, avait un très beau salaire, un très bon statut, et que lui, il galérait à s'intégrer dans cette nouvelle société pacifiée, parce que justement, je pense qu'il avait du problème de laisser aller ce prestige, mais aussi qu'il avait souffert donc d'un accident. Et qu'il avait un problème qui était physique et pas seulement psychologique, de l'impuissance. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand deux hommes qui ont deux positions très différentes débattent publiquement de ce qui est la masculinité. Et c'est pas pour dire, parce que dans mon livre, il y a beaucoup de personnages qu'on va pouvoir suivre d'une manière assez proche. Mais je pense qu'il y a des personnages qui nous font rire, il y a des personnages qui sont un peu horribles, mais finalement tout le monde a des traits sympathiques et antipathiques. Mais pour ce monsieur, par exemple, qui incarne la masculinité pacifiée des années 50, il faut voir aussi clairement que ce n'est pas forcément quelqu'un qui était un opposant au nazisme. Probablement, lui aussi, il s'est accommodé au système, mais c'est juste, il n'a pas adhéré à toute cette militarisation. Et pour lui, le génocide, les crimes nazis, c'est pas un débat. Ce qui le choque et ce qu'il critique vis-à-vis de la masculinité de l'autre, c'est son égoïsme. Parce que l'homme militaire, il pense que à son plaisir et à son épanouissement sexuel, alors que donc cet monsieur qui est en plus, il s'appelle Dr Breschke, donc on imagine que c'est quelqu'un qui est un académique, donc qui a un diplôme universitaire. Lui, il s'imagine plus comme un homme responsable. Mais cette responsabilité n'inclut à aucun moment être responsable pour ce que l'Allemagne nazie a fait à l'Europe occupée ou a fait aux populations juives. Et ça, je pense que c'est dur aussi à avaler parce que finalement, il faut aussi, je pense, se rendre compte que pour la société majoritaire, les crimes nazis n'étaient pas vraiment un sujet. Donc en fait, tout le monde se sentait un peu à l'abri et les gens se disaient, bon, moi, je n'ai pas trop participé, donc ça ne me regarde pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment... qui s'est transmis dans la mémoire familiale, mais vraiment jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, oui, il y a après, dans les années 60-70, une volonté, surtout en Allemagne, de vraiment débattre de la culpabilité collective, mais la responsabilité individuelle, ça ne sera jamais une thématique. Ou juste pour les études sur les bourreaux. Et donc, je pense que mon livre qui traite la société majoritaire nazie est finalement un livre très... finalement, les messages, c'est que tout le monde porte une responsabilité individuelle. Peu importe si on était très impliqué ou un peu en dehors, mais
rien que le fait qu'on vit dans ces sociétés et on s'adapte et on vit avec et on trouve sa place, ça déjà, ça donne une légitimité au régime et ça, finalement, ça, in fine, ça donne aussi une légitimité au génocide. Finalement, c'est un côté très moralisateur, mais ça, c'est un peu la conclusion. Donc, ouais. Et c'est vrai que tu finis en parlant de la mémoire, ce travail de mémoire qui a en quelque sorte, enfin de responsabilité qui n'est pas fait, et tu finis sur le présent. Et ce que j'ai trouvé très, très intéressant, très fort finalement, c'est que tu nous dis, le nazisme, c'est tu peux. C'est pas tu ne dois pas. Pour plein de gens, c'est tu peux. On pourrait même traduire comme des slogans d'aujourd'hui. Voilà, tu peux. Donc là, en fait, c'est assez inquiétant ce que tu dis, parce qu'au fond, si le nazisme, c'était une histoire de renvoyer les femmes à la cuisine, on voit bien comment les idées d'extrême droite, aujourd'hui, auraient un peu de mal à s'imposer. Mais quand tu nous dis que le nazisme peut interpeller les gens avec le tu peux, qui porte des idées modernes, des idées un appel qui peut faire des promesses d'émancipation individuelle, eh bien là, on voit bien comment il serait compatible avec le présent. Et finalement, j'ai trouvé que ton livre, en ce sens-là, est assez inquiétant. Oui. Oui. Moi qui pensais, après les surveillantes SS, que j'aborde un sujet un peu plus léger, finalement, non. Parce que finalement, c'est vrai que c'est un peu, pas déprimant, mais inquiétant, comme tu dis, que finalement, quand on traite la société majoritaire, le problème devient même plus large, parce qu'avec les gardiennes des camps, on parle de 4000 personnes, des femmes. Mais là, on parle des millions, donc des dizaines de millions de personnes. Et je suis très Foucauldienne dans cette approche, parce qu'en fait, le pouvoir, c'est pas seulement les interdictions, et c'est pas seulement la surveillance, mais c'est aussi l'encouragement. Et en fait, et même s'il y a des règles à suivre, et ça, j'ai appris beaucoup par Alf Lüth, qui a travaillé beaucoup sur les bureaucrates de Prusse. C'est-à-dire, même s'il y a un cadre de règles très strict, après, il y a toujours donc la marge de manœuvre, comment on interprète ça pour les petits fonctionnaires comme pour les hauts fonctionnaires. Et donc, il y a évidemment pour tout le monde, il y a un tu peux. Et je pense que c'est important, donc on ne peut pas le souligner assez, que la société nazie, c'est une société ségrégée, raciste. Et ça veut dire que dans cette inclusion qui est très motivante et très dynamique et très joyeuse, il y a toujours une exclusion. Et que nous, en tant qu'historiennes, on la réintègre dans notre récit, on la voit, mais les personnes à l'époque, elles ont préféré de pas la rendre en compte, de peut-être faire la méthode de l'autruche, ou justement de dire, voilà, bon, c'est des effets collatéraux. Je vis avec. Et donc, ouais, tu peux est très fort. Et je pense peut-être une autre caractéristique du nazisme, c'est que c'est éclectique. Et donc, ça parle aussi bien aux personnes très, disons, plutôt conservatrices qui veulent une politique de loi et ordre. Et en même temps, ça parle aussi aux personnes qui veulent s'épanouir, qui veulent une vie plus aventurière, qui veulent une sexualité plus libérée. Et donc, c'est pas seulement ça, je pense qu'on l'a tous bien appris, que le nazisme, c'est un système polycratique et tout ça, où les gens s'engueulent tout le temps. Et donc, ça donne... Oui, mais ça veut dire aussi, c'est un système très éclectique où il y en a pour tout le monde. Et c'est justement pas un parti, mais c'est un mouvement. Et ça reste un mouvement. En fait, évidemment, c'est un parti nazi, mais je pense que la politique, ça reste celle d'un mouvement. Et aujourd'hui, je pense c'est quelque chose des mouvements populistes en Italie, en Europe de l'Est, en Allemagne, en France. Et justement, ça fait appel à des émotions au côté affectif, et c'est très mobilisateur. Et donc, et peut-être un troisième point qu'il faut souligner, que le nazisme, ça a duré 12 ans. Et ce n'est pas comme le stalinisme ou le socialisme d'État qui s'est quand même un peu consommé. Donc,
pas pour tout le monde, mais quand même pour... oui, on a vu 40 ans, et même pour l'Union soviétique plus longtemps. Donc, mais pour le nazisme, 12 ans, c'est pas beaucoup. Et donc finalement, il ne s'est pas consommé par lui-même, mais la fin, c'était vraiment donc la défaite, qui était pour une grande partie de la population pas trop acceptée. Les personnes ne se sont pas insurgées, mais quand même, je pense que les gens, à nouveau, ils ont vécu avec, mais c'était pas non plus comment dire, accueilli avec joie par tout le monde. Et donc, il y a cet aspect que le nazisme, il y a encore de la place pour mettre des nouvelles projections. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi très habile dans sa politique, était toujours très habile dans sa politique de communication, parce que ça fait appel vraiment voilà, à un côté très affectif et très, comment dire, très individuel. Donc en fait, on voit ça, par exemple, comment le nazisme gère les médias, les films, ou les médias sociaux avant le temps, par exemple, en encourageant que les gens dans l'armée ou dans le service du travail du Reich ou dans les autres organisations nazies échangent et écrivent des lettres. Donc c'était évidemment à l'époque, il n'y a pas Facebook, mais finalement, si je lis toutes les lettres que les femmes s'écrivent, et parfois elles écrivent à plusieurs voix, et donc c'est vraiment un réseau de communication. Donc c'est là aussi, c'est une particularité du nazisme que le nazisme exige de la population de participer, et d'une manière assez créative, et en laissant aussi des marges de la manœuvre et des prises d'initiative. Moi, j'ai évidemment encore beaucoup de questions, mais j'aimerais laisser la parole au public. Je vois qu'il est midi. Voilà, je voudrais vous inviter à poser vos questions aussi à notre auteur. Je crois qu'il y a un micro qui va tourner. J'ai trop parlé ? D'accord. Bonjour, je voudrais vous remercier de cette excellente... Oui, d'abord vous remercier de cette excellente intervention, au cours de laquelle j'ai appris beaucoup de choses, à savoir l'incidence de ce que vous appelez je ne suis pas historienne, l'histoire du quotidien. Et ce que j'aurais voulu, c'est plutôt un témoignage que je vais faire. Vu l'âge que j'ai, je constate aujourd'hui que quand on essaie d'analyser le nazisme sous toutes ses formes, et à travers, entre autres et en particulier, les notions liées aux femmes et au féminisme, on découvre une autre vision, au sens où, après la fin de la guerre, après les décolonisations, après les dénazifications, etc., on est quand même resté, nous, avec des archétypes, des notions de nazisme. Au sens où le cinéma l'a très très bien montré, la littérature, etc. Donc je ne vais pas vous donner de précisions à ce sujet, mais c'est une découverte. Votre travail, justement, c'est à cause de cela. Ça, c'était ma première remarque. Ma deuxième, c'était, j'essayais de vous demander si vous aviez travaillé aussi par rapport à justement la notion d'incitation qui aurait, chez les nazis, qui aurait servi et qui servirait d'une certaine manière encore, tout ce qui est lié au marketing américain, et dont Barbara Stiegler fait écho dans son livre sur la pandémie, à propos du travail qu'aujourd'hui le pouvoir en France utilise pour pouvoir inciter les gens à des actions auxquelles il faudrait se plier, etc., pour les raisons que vous connaissez, dans le monde de la syndémie dont elle parle. Voilà, c'était ça mes remarques. Merci. Est-ce qu'on pourrait peut-être collecter 2 ou 3 questions ? Oui. J'ai acheté votre livre et vraiment, il est remarquable. Mais quand même, je pense qu'il faut distinguer le nazisme et la société nazie. Le nazisme, c'est un système totalitaire. Et donc, alors vous parlez d'adhésion et de coercition, ce sont 2 très jolis mots.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'adhésion coercitive? C'est-à-dire, vous soulignez très très justement l'habileté idéologique et de communication de Göring, qui c'était l'idéologue, c'était Göring, hein, je crois. Mais ça donne l'impression au public d'agir en autonomie, en souveraineté. Et donc, c'est plus redoutable que si c'était coercitif. Parce qu'un système coercitif peut entraîner des résistances. Tandis que là, c'est le contraire. Donc cette apathie qui nous fascine, mais de façon dont Peter Reichel a parlé, dans la fascination du nazisme, elle peut se comprendre. D'autre part, la question de la mère et la question de l'encouragement à la natalité, c'est pas tellement au service de la société allemande, c'est en prévision de l'occupation des territoires à l'Est. C'est-à-dire les jeunes enfants, 4, 5, 6, comme vous avez dit si bien, on projette leur avenir dans le futur empire allemand, puisque c'est ça le projet quand même de l'expansion vers l'Est. Hein. Et donc, il faut bien habiter comme vous dites si bien, dans le système inclusion-exclusion. Ils sont destinés à être inclus, où les Polonais, les Juifs et les Russes seront exclus. Hein. Et donc, c'est, si vous voulez, où est la responsabilité de la femme ou de l'homme allemand, je veux dire, dans cette adhésion à un fantasme qui est la question de la race, hein, parce que ça n'existe pas, et la question, par exemple, de l'interdiction des mariages mixtes. L'Allemagne donnait l'impression d'être un pays très évolué, très... D'accord, je m'arrête. Oui. Je voudrais vous féliciter pour le livre. Et peut-être qu'on prend une troisième question. J'ai vu qu'il y en avait une là-bas. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question qui était un peu plus une question de méthode. Vous avez parlé du droit et notamment vous avez parlé de sources judiciaires. Et j'aurais aimé savoir si dans votre écriture, en tout cas dans votre réflexion, vous avez essayé d'appréhender un peu la question du droit et du droit privé dans la construction de l'ordre politique, et notamment dans l'ordre politique nazi. J'espère qu'on aura un deuxième round de questions. Ok, j'y vais. Peut-être je commence par la fin. Donc, oui, en fait, comme historienne du quotidien, je m'intéresse, ça veut dire, grosso modo, c'est une méthode qui est née dans les années 60-70, plutôt dans les pays anglophones, donc le History Workshop, où les gens, justement, se sont vraiment... ils ont décidé d'aller dans les archives et de partir par l'archive. Donc, en fait, pas les théories politiques, parce qu'il faut dire aussi que pendant très longtemps, les seuls historiens du nazisme, ce n'étaient pas des historiens. C'était Hannah Arendt, Reitlinger et puis après Raoul Hilberg. Donc, Raoul Hilberg, c'était bien un historien et c'était bien quelqu'un qui est allé aux archives. Et donc, ce n'est pas pour invalider
les théories politiques, mais c'est une méthode plus déductive. Et donc, c'est arrivé en Allemagne vers les années 70, 80. Et justement, à Flutke, mais aussi dans toutes les villes, on est allé, et ce n'est pas seulement les historiens diplômés de l'université, mais c'était des associations, donc avec des historiens amateurs, des jeunes, des moins jeunes, peu importe. Et en fait, ils sont allés dans les archives locaux pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans notre ville à l'époque du nazisme. Ça, c'était novateur parce que personne en Allemagne n'a abordé cette question. Il y avait, oui, la question de la responsabilité, de la Vergangenheitsbewältigung, etc. Mais concrètement, ce qui s'est passé dans ma famille et dans ma ville, ça, non. Et donc, donc l'histoire du quotidien est assez ouverte vers les sources. Il n'y a pas un a priori. Donc, une liste des courses, ça peut aussi bien être un point de départ pour une étude. Donc, il n'y a pas des sources plus nobles que les autres. Mais moi, j'ai trouvé les archives judiciaires sur lesquelles j'ai déjà travaillé pour les gardiennes des camps, parce que j'ai étudié le procès des Majdanek, qui a eu lieu à Düsseldorf de 1975 jusqu'à 81. Et c'était une occasion de vraiment avoir les transcrits de 100 personnes appartenant au groupe des SS et 250 personnes appartenant au groupe des détenus, des anciens détenus, donc des survivants. Et comme je parle ni le polonais ni l'hébreu, pour moi, c'était une source formidable parce que tous ces témoignages en langue originale étaient retranscrits, traduits en allemand. Mais moi, j'ai utilisé, même pour mon premier livre, ces sources pour vraiment reconstituer des trajectoires et vraiment essayer d'étudier la vie du camp. Et pour le livre Amour, mariage, sexualité, je voulais étudier les couples. Et en fait, évidemment, les conflits, ça donne toujours des formidables sources. Et donc, les divorces... évidemment, ça nous fait voir certains aspects du couple. Évidemment, mais il faut aussi tenir compte que finalement, c'est quand même une perspective aussi biaisée parce qu'on va nous raconter beaucoup sur les conflits, mais pas sur les beaux temps. En même temps, pour le droit privé était très important, et ça, je me suis rendu compte une fois que j'ai commencé à étudier ces sources, qu'en fait, l'Autriche catholique ne connaissait pas le droit des divorces. Donc, en fait, en Autriche, qui était donc où les baptisés, les catholiques, se mariaient à l'église, et après, c'était enregistré à la mairie. Donc, il n'y avait même pas possibilité de faire un mariage civil. En Allemagne, oui, parce que c'est Bismarck qui l'a introduit. Par la loi prussienne, et après c'est devenu la loi du Reich. Ça à l'époque aussi agacé le Zentrumspartei, les catholiques. Et donc en Autriche, il y a la loi canonique qui dit qu'il n'y a pas de divorce. Donc on peut se séparer du lit et de la table, mais on ne peut pas divorcer proprement, et on ne peut pas se remarier. Et donc j'ai compris par là que pour les Autrichiens et Autrichiennes voulant se divorcer dans les années 36-37, une fois que l'Autriche est annexée, et en été 1938, il y a une réforme du droit privé et une réforme du droit des mariages uniformisé Autriche-Allemagne, à ce moment-là, le divorce devient accessible pour les couples. Et donc, ça, quand même, je pense que pour les couples qui veulent se séparer, c'est quand même un point d'attractivité. Et donc, ce qui était intéressant, donc, comment réagissent des couples. Donc, j'ai regardé quelques cas. J'ai regardé des couples, des couples autrichiens et des couples mixtes. Et je me suis aussi intéressée aux juges. Qui font aussi, eux, cette transition entre la loi, les droits privés autrichiens qui permet uniquement une séparation. Et là, on a dans un cadre de droit privé, mais qui est très racialisé. Et on voit que les juges, certains s'adaptent, mais certains, ils ont aussi des réticences à appliquer cette loi racialisée qui vraiment, donc si on a un couple mixte, pour la loi
nazie ou allemande, c'est vraiment il suffit de dire voilà on a des divergences parce que on est donc moi je suis arienne entre guillemets et mon partenaire est juif et c'est donc un couple qui n'est pas productif pour la société nazie et donc il y a la possibilité de divorcer. Et on va voir que les juges autrichiens, certaines raisonnent encore avec d'anciens critères et le droit privé est très intéressant. Il y a des études en Autriche, donc des groupes interdisciplinaires, plutôt des juristes qui regardent ça. Et je trouve le dialogue entre historiens et juristes, c'est intéressant parce qu'on n'a pas forcément les mêmes approches. Donc, certes, les juristes ont plus souvent tendance, oui, mais les juges, ils appliquent un droit positif, d'une manière positiviste. Mais je pense que derrière, il y a quand même aussi, c'est-à-dire eux aussi, les juges, c'est que des hommes à l'époque, doivent s'adapter au nouveau système et ça serait intéressant de faire peut-être une étude beaucoup plus fournie sur les juges. Donc vraiment regarder leur carrière politique, s'ils faisaient partie du... s'ils ont adhéré au parti nazi et leur jugement. Donc, en fait, vraiment suivre ces acteurs-là. Et je pense que le droit privé, pendant très longtemps, on a trouvé que c'était assez innocent. Et c'était finalement les juges du droit privé, ils n'étaient pas aussi corrompus que, évidemment, les droits pénals. Aujourd'hui, on voit les choses d'une manière plus nuancée. Et donc, ils ont aussi une responsabilité, et notamment les divorces des couples mixtes. Je pense que c'est, pour moi, en tout cas, la partie qui est la plus touchante et triste, parce qu'on voit vraiment cette impasse de ces couples. La question de totalitarisme, oui, c'est vrai que j'emploie pas le terme, parce que je viens d'une autre perspective historiographique. Je ne me positionne pas vraiment, en fait, c'est juste un jeu d'échelle. Donc moi, je suis à une échelle micro, mais je ne pense pas que de perdre de vue donc, toutes les directives, toutes les lois, et je cite très souvent les lois, mais je pense simplement qu'on ne peut pas comprendre le nazisme si on se concentre uniquement sur les grands hommes politiques, Hitler, Himmler, Goebbels, et aussi, évidemment, on a des formidables études sur les managers du génocide, donc Christian Ingrao, mais en fait, il faut quand même appliquer ces politiques. Et si moi je regarde donc les gens ordinaires et leur vie de tous les jours, c'est pas forcément la conquête de l'Est qui les motive en tant que... Elle est là en tant qu'utopie, elle est là aussi comme incitation. Mais finalement, leurs choix de vie vont être beaucoup plus terre-à-terre, c'est-à-dire opportunité d'avoir une promotion, d'opportunité de partir à un nouveau poste, etc. Donc en fait, c'est juste, je veux accentuer quelque chose qui à mon avis, est un peu délaissé, que quand même, donc une société des masses, c'est quand même une société d'une masse d'individus. Et ce côté individuel, je pense qu'il est important parce que sinon, on ne comprend pas. C'est Nicolas Stargard, par exemple, dans son livre « La guerre allemande », aussi un livre traduit en français, il dit aussi clairement que c'était quand même... La société nazie n'était pas une société aussi surveillée, c'est-à-dire certainement la Gestapo enregistrait un peu la température et les opinions, mais finalement, il y avait peu de répression qui suivait. Donc on voulait juste savoir ce que les gens pensaient, mais ce n'était pas non plus une société avec un appareil d'État qui... Au début, oui, les persécutions des 33... des opposants politiques, oui, là, c'était très ciblé. Mais une fois qu'on a fait le tri eugéniste et on s'est débarrassé donc, des opposants politiques potentiels en les mettant dans des camps, à ce moment-là, on a opéré par une politique beaucoup plus inclusive. Et donc, je pense, en 1936-38, oui, pour certains, c'était clair, donc la prise de l'Est, mais pour la population... pour les jeunes femmes qui s'inscrivent dans les services du travail du Reich, ce n'était pas ça ce qui les motivait. Et donc la responsabilité, je pense que
la responsabilité individuelle, je pense que c'est quelque chose politiquement très important, parce que, et ça nous concerne tous et toutes aussi aujourd'hui, parce que nous aussi, on vit dans des sociétés où il y a beaucoup de discrimination, où il y a beaucoup d'injustice, et je pense que quand on est très honnête avec soi-même et on s'observe soi-même, on voit aussi que très souvent, on tourne, on ferme les yeux et on ne peut pas être mobilisé à tout moment. Et donc, je pense que oui, c'est difficile comment dire, à gérer émotionnellement, mais je pense que le nazisme fonctionne pareil. C'est-à-dire il y a des gens qui pensent d'abord à leur propre vie, et après, et peut-être à leurs familles et amis, et après peut-être aux voisins juifs qui, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de contacts. Et cette indifférence est vraiment importante aussi pour expliquer le nazisme. Je crois qu'on va avoir malheureusement seulement le temps d'un deuxième tour de questions. Oui, j'ai pas, pas encore fini. Incitation. Oui, l'incitation, absolument. Je pense que le nazisme est maître de justement toute cette labellisation. Donc aussi les symboles, l'uniformisation. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que l'uniforme de SS a été dessiné par le designer Hugo Boss. Donc en fait, et c'est une uniforme bien dessinée qui met vraiment bien en valeur donc, le corps masculin. Et donc, ils sont vraiment très, très, très habiles à ça. Et ils sont vraiment aussi très, très forts en communication et en marketing. Et ça, je pense que dès le début, et il faut aussi dire que la croix pour l'honneur des mères, par exemple, on peut la porter uniquement à certains jours fériés. Et si on veut la porter tous les jours, il faut acheter une autre banderole. Donc, rien n'est gratuit. Hein, c'est bien marketing, oui. Alors, on va prendre un deuxième tour. Oui, bonjour. Je voulais reparler de la masculinité hégémonique et la masculinité hégémonique guerrière. Quelle est la place de la violence dans la définition de cette masculinité? Est-ce que ça doit être une violence exacerbée, qui est normée, canalisée? Et est-ce que cette part de la violence dans la définition de cette masculinité hégémonique peut aussi rétrograder donc, certains hommes dans des masculinités inférieures? Bonjour, il marche? Ouais. Merci beaucoup déjà pour cette conférence qui était très intéressante. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de la banalité des acteurs au sein du régime nazi. Et c'est vrai que ça me fait penser au fait qu'on a toujours tendance dans la société à penser le nazisme et cette époque-là comme hors du temps, comme quelque chose comment dire, enfin ouais, comme quelque chose d'hors du temps, et ça me fait penser comment dire, vous avez parlé aussi du fait qu'aujourd'hui on a aussi tendance dans la société à se cacher, à des fois se mentir à soi-même par rapport à notre responsabilité. Et je voulais savoir du coup, est-ce que il y avait un lien dans le fait de se mentir à soi-même et dans le fait justement de penser le nazisme comme hors du temps, car ça serait un peu une idée de mal absolu qui du coup ne serait pas possible d'être quelque chose qui reviendrait à travers le temps, et du coup qui serait en lien avec ce fait de se mentir à soi-même et d'avoir un mensonge historique qui arrangerait un peu nos consciences. Troisième question peut-être. Ouais. Déjà, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, j'avais juste une question sur encore une fois, sur la question des sources, parce que j'avoue que votre présentation sur l'histoire du quotidien, ça m'a énormément aidé pour mettre en perspective tout ça. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce que vous faisiez des sources littéraires, parce que, par exemple, sur la question de la masculinité, de la sexualité, etc., quand je lis des romans qui se passent en Allemagne dans les années 1930, ou même je ne sais pas, Zweig sur Le Monde d'hier, il y a des lignes assez frappantes et d'ailleurs un peu homophobes
sur la sexualité, etc. etc. Et à chaque fois, je me dis, mais quel crédit on peut accorder à ces sources-là? Enfin, voilà, j'aurais voulu des précisions là-dessus. Mais merci beaucoup, en tout cas. Je commence par la fin. Alors, oui, c'est vrai, j'ai pas utilisé beaucoup de sources littéraires, en fait, parce que je voulais les gens ordinaires. Évidemment, en fait, il y a déjà un tri. Qui publie les livres, c'est déjà en fait pas. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont dans leur tiroir un roman ou un témoignage autobiographique, mais qui n'auront jamais la chance de le publier. Et donc moi, je dois être honnête, j'ai pas de sources littéraires, donc. Dans mon livre. Mais je pense que l'histoire du quotidien se prête beaucoup à relire parce qu'on fait beaucoup ce qu'on appelle en anglais les close reading. Donc en fait, l'histoire du quotidien, c'est pas on fait pas des quantifications a priori. Donc on fait vraiment des carottages profonds. On cherche le politique là où normalement, comme tu as dit très bien, on l'imagine pas. Donc la valence politique des choses très quotidiennes. Et puis on a une approche herméneutique dans le sens qu'on va vraiment lire de très très près les films, les listes des courses, les sources, les lettres, tout ce qu'on a. Et on va aussi beaucoup citer. Donc, c'est-à-dire l'histoire du quotidien c'est pas l'auteur omniscient qui va expliquer au lecteur comment les choses se sont passées et mettre note de pas de page et référence à la source, mais on décide délibérément de partager beaucoup de sources, images et autres avec les lecteurs. Lectrice. Et comme ça, et après, on met donc son analyse et on peut être d'accord ou pas d'accord. Et alors, il y a un dialogue qui se nourrit. Donc, en fait, je pense que vous avez... donc, on peut aborder la littérature par l'histoire du quotidien. Je pense que ça serait très intéressant. Mais je dirais peut-être chercher aussi des manuscrits qui n'ont jamais été publiés pour donner une voix à tous ceux et toutes celles qui n'en ont pas encore. Donc, parce qu'évidemment, j'adore Stefan Zweig et Le Monde d'hier, et j'en tire beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est vrai qu'on met toujours Zweig ou aussi Thomas Mann sur un podeste, mais sachant que Thomas Mann, par exemple, dans les années 40, il parle des SS comme des, entre guillemets, Hottentotten. Donc, en fait, c'est quand même assez raciste. Et c'est évidemment dans l'imaginaire de l'époque, et c'est aussi donc un cadre des références à l'époque très partagé. Mais je pense que c'est important aussi de nous dire, voilà, on a ces grands penseurs qui ont aussi des moments où aujourd'hui on dirait « ah, et ça ne marche pas ». Donc voilà, donc je pense qu'il faut faire et peut-être combiner la grande littérature avec la littérature populaire. Donc en histoire du quotidien, on est beaucoup sur la culture populaire, donc vraiment les cinémas blockbusters. Je pense aussi que la culture populaire, donc vraiment les romans des gares ou les romans qu'aujourd'hui on a oubliés. J'ai étudié la littérature à l'origine et le meilleur cours que j'ai suivi à l'Université de Vienne, c'était les best-sellers du 19e siècle en littérature française. Et à part Eugène Sue et Jules Verne, on ne connaissait personne. Donc en fait, mais ça, c'est des gens qui ont vraiment eu beaucoup d'impact sur leurs contemporains. Donc en fait, je pense qu'on a toujours cette vision de la haute culture et donc les canons littéraires ou scientifiques, mais il faut justement un peu décloisonner ça et voir qu'est-ce que les gens ont vraiment lu. Et donc la banalité des acteurs, oui, je pense c'est justement, en fait, c'est une question de perspective. Donc si on approche le nazisme par les hauts, on va mettre beaucoup de focalisation sur l'idéologie. Et je suis la dernière à dire que l'idéologie ne compte pas, mais une idéologie peut pas avoir de l'impact si elle n'est pas réappropriée et vécue au quotidien.
Parce que sinon, on peut pas. Comment on explique qu'on est allé jusqu'au génocide? Comment on explique que 18 millions de soldats allemands et autrichiens, ils ont combattu au front, et très peu ont déserté. Et on a des études sur les déserteurs, et un collègue historien du quotidien aussi, Magnus Koch, il a étudié donc des dossiers des déserteurs qui sont arrivés en Suisse, et les autorités suisses, ils ont fait beaucoup d'entretiens avec eux pour voir est-ce que c'est des espions, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir le droit d'asile en Suisse. Et finalement, c'est un peu déconcertant, parce que la plupart n'a pas déserté parce qu'ils trouvaient que les génocides étaient horribles, mais c'est juste pour sauver sa peau, parce que psychologiquement, ces hommes, ils ne pouvaient plus faire cette guerre. Mais pas pour les causes que nous, on aimerait attendre. C'est juste pour sauver sa propre personne et son propre bien-être. Et donc, ça me permet de venir à la question des masculinités guerrières et hégémoniques. Et justement, quand on aborde donc les soldats de la Wehrmacht, et dans les Critical Military Studies, donc on peut faire ça dans toute armée et toute époque, quand on approche la guerre comme un travail, et les soldats et l'entre-soi masculin militaire comme des pratiques sociales, on se rend vite compte qu'il y a certainement des figures phares qui dominent, et qu'on peut appeler hégémoniques, mais finalement, il y a aussi des masculinités complices, des masculinités marginales, mais dès qu'on a un setting de violence, c'est très difficile de rester en dehors. Donc même une personne, un soldat qui ne participe pas, qui se met un peu à l'abri, il fait partie du groupe, et il donne une légitimité à ceux qui actent d'une manière très, très violente. Et je pense que quelque chose dans les études des genres et des masculinités qui est sous-étudié, c'est justement les masculinités complices ou les féminités complices. Parce qu'on a tous tendance de mettre de soi donc les bourreaux ou les gens qui vraiment sont dans la faute ou qui ont fait quelque chose d'horrible ou d'extraordinaire, et puis les marginaux. Et finalement, il faut aussi, c'est peut-être pas très attirant, ou très sexy, mais finalement, étudier les masculinités complices, ça nous permet d'expliquer aussi les masculinités hégémoniques, parce que les masculinités hégémoniques, c'est vraiment un fragment du groupe, de la société, mais les masculinités complices, c'est ces masculinités-là qui vont vraiment installer cette norme et vraiment la porter. Je pense que j'ai répondu à tout. Alors, je vois que malheureusement, l'heure a tourné très vite. J'espère que ça vous a donné une bonne idée de toute la richesse du livre d'Elissa Mailander. Je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui, vous remercier pour la discussion, et qu'on remercie tous ensemble et tout ensemble Elissa. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Il s'agissait d'un débat enregistré à la librairie Ombre Blanche samedi 25 septembre 2021 dans le cadre du festival L'Histoire à venir, avec Elissa Mailander, autrice de l'ouvrage Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme 1930-1950, paru au Seuil Éditions. Rencontre animée par Camille Fauroux, réalisée et mise en onde par Radio Radio.